Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance. Audrey, prendre du LSD à l'hôpital, épisode 1. Dans les épisodes précédents de Substance, on a entendu des témoignages de voyages psychédéliques qui se sont déroulés dans toutes sortes de conditions diverses. Au fin fond de la jungle, dans le salon d'un appartement HLM, au cœur d'une free party, dans une cabane au Gabon, dans le jardin d'une villa jamaïcaine, et même dans une sorte de petit poulailler bâti dans un champ du sud de la France, etc. Mais on n'a jamais encore entendu de récits d'expériences psychédéliques qui se seraient déroulés au cours de ces fameuses études scientifiques qui se multiplient ces dernières années. Et pourtant c'est intriguant, parce qu'on sait que le cadre influe fortement l'expérience, et qu'on peut donc se demander, a priori, comment peut-on triper convenablement, entouré de murs blancs et d'appareils de mesure? Eh bien, c'est ce que va nous raconter Audrey en 2 épisodes. Audrey a 34 ans, elle a participé à une étude à Fribourg, en Suisse, sur des sujets sains, qui s'intéressent à l'impact du LSD sur la plasticité cérébrale. Et son témoignage est d'autant plus intéressant qu'elle n'avait jamais consommé de drogue avant cela, à part quelques joints quand elle était jeune, et qu'elle ne souhaitait pas prendre des psychédéliques en dehors d'un cadre sécurisé. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Je m'appelle Audrey, donc j'ai 34 ans, je suis née dans une famille de 2 enfants, avec 2 enfants. Donc une sœur un peu plus âgée qui a 35 ans aujourd'hui et les parents étaient chefs d'entreprise, donc une petite PME dans l'informatique en Normandie. J'ai grandi en Normandie et puis ensuite j'ai fait mes études à Bordeaux puis en Grande-Bretagne et voilà. J'ai eu une enfance très heureuse avec des parents qui n'étaient pas toujours disponibles parce qu'ils étaient très pris par leur travail. Mais globalement, oui, une enfance très heureuse avec une famille très aimante et voilà, des belles vacances avec eux, des bons souvenirs avec eux. Donc, je dirais une enfance très équilibrée et riche, oui. Je dirais que j'ai eu un rapport aux drogues plutôt lié à la curiosité, on va dire. Donc, plus être curieuse de ce qu'on disait des effets des drogues quand les personnes en prenaient. Mais j'ai pas eu ni l'occasion ni une envie débordante de tester des drogues quand j'étais plus jeune. C'était plutôt un intérêt assez distant ou un intérêt de journaliste, quoi, vraiment une curiosité assez éloignée pour ça. C'était pas, en tout cas, ça faisait pas du tout partie de mon monde. Même si j'entendais des amis au lycée en parler, donc j'avais aussi des amis qui fumaient des bédos, ça m'est arrivé aussi, mais c'est pas quelque chose qui a fait partie de ma vie du tout. C'était vraiment un intérêt plutôt intellectuel en fait, mais voilà. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que j'ai toujours été attirée par l'esthétique des années 60 et 70. Donc forcément, il y a un lien avec les psychédéliques et avec l'expérience psychédélique. Donc là-dessus, je pense que j'avais un intérêt peut-être culturel. J'ai toujours voulu savoir ce que ça faisait de vivre les années 60. J'ai toujours trouvé que cette génération-là avait eu de la chance de vivre cette période-là, surtout liée à la musique. Donc voilà, tout ce qu'on peut imaginer autour de Woodstock, etc. Ça, c'était un intérêt pour moi, oui. J'ai fini par m'intéresser aux psychédéliques parce que depuis plusieurs années, je discutais avec mon meilleur ami de la situation de sa femme qui est en dépression clinique depuis plusieurs années.
Et donc, on discutait ensemble des alternatives possibles qui existaient aujourd'hui parce que elles semblent être dans une impasse et c'est quelque chose qui était très frustrant pour lui. Donc, on en a beaucoup parlé. Et il a commencé à me parler des recherches qui étaient en cours en Suisse, parce que lui, il habite en Suisse. Moi, j'habite à la frontière française, côté français. Et donc, il m'expliquait qu'il y avait un renouveau de recherche côté suisse sur les personnes qui sont en état dépressif, avec les psychédéliques comme une alternative pour la psychothérapie. Donc, évidemment, c'est des études qui sont encore à l'état, donc c'est des recherches qui sont encore précoces pour la période de la renaissance des psychédéliques, mais ça représente quand même un espoir pour pas mal de personnes, dont ce couple-là, donc mon meilleur ami et sa femme. Donc il se trouve qu'il y a des études qui étaient en cours à Genève. On a vu qu'il y avait une étude qui était en cours sur des sujets dépressifs à l'hôpital de Genève, mais malheureusement, elle ne qualifiait pas pour entrer dans cette recherche. Et puis, par intérêt, en fait, j'ai commencé à lire des livres sur le sujet. J'ai évidemment une des portes d'entrée pour beaucoup de gens. C'était le documentaire sur Netflix de Michael Pollan sur How to Change Your Mind, où il y a 6 épisodes qui parlent justement de cette renaissance psychédélique et de comment les psychédéliques peuvent aider pour les psychothérapies. Donc j'ai commencé par regarder ça, j'ai lu le livre de Michael Pollan, j'ai lu d'autres livres, et puis je me suis du coup intéressée aux études qui existaient en Suisse, et j'ai vu qu'il y avait des études pour des sujets sains, donc des personnes qui n'avaient pas de problèmes psychologiques particuliers. Donc je me suis intéressée aux critères parce que je me suis dit, enfin voilà, étant très curieuse de nature, j'ai voulu regarder si je pouvais qualifier pour y aller, parce que ça m'intéressait de tester dans ce cadre-là. Autant j'étais pas intéressée par un test récréatif. Par contre, c'est dans un cadre clinique, c'est quelque chose qui m'intéressait. Mais vraiment d'un point de vue intellectuel, en fait, quel est le protocole, comment ça marche. Et puis, bien sûr, il y avait la motivation première, c'était comme j'avais lu toutes ces études, enfin, comme j'avais lu plusieurs livres sur le sujet, j'avais envie d'en faire quelque chose, et je me suis dit, j'ai envie de participer à cette recherche. Dans un sens, j'ai envie de participer à cette renaissance. Donc du coup, voilà, pourquoi pas m'inscrire pour être participante, et ça serait un premier pas pour participer à ce renouveau, cette renaissance sur les recherches psychédéliques. Les psychédéliques, c'était rangé pour moi dans la case des drogues dures, des drogues. Voilà, donc pour moi, c'était pas quelque chose que je pouvais envisager parce que c'était dangereux. Et puis, en lisant et en me renseignant sur le sujet, je me suis rendu compte qu'en fait, en fonction du cadre et du contexte, finalement, la prise de psychédéliques, c'était pas forcément quelque chose de dangereux. Ce qu'on sait pas, par exemple, c'est que c'est des substances qui ne sont pas addictives. Ça, on le sait pas en France. Que ce sont des substances qui ne sont pas toxiques. On imagine que c'est le crack et puis le LSD, c'est la même chose. On imagine que la coke et puis la psilocybine, donc les champignons hallucinogènes, c'est la même chose. Et moi, j'avais vraiment cette vision-là. Pour moi, c'était dans la même case. Et c'est vrai que quand j'en parle autour de moi, on me dit la même chose, que c'est des drogues, quoi. Faut pas y toucher. Et donc, le fait de me renseigner sur le sujet, donc avec une perspective sociétale, avec une démarche, en discutant avec mes amis, il y a eu à la fois cette motivation de participer pour la recherche, donc une motivation intellectuelle sociétale, et puis ensuite une curiosité, parce que je me suis dit, finalement, si c'est pas dangereux en fonction du cadre, pourquoi pas essayer dans un cadre qui est sécurisé. Et pour moi, c'était la meilleure des manières de tester ces substances. J'ai un rapport à la spiritualité qui est assez paumé, je dirais, assez perdu, comme je
pense, beaucoup de gens en Occident. Je suis depuis, je pense toujours en recherche de sens. Depuis que je suis toute petite, je suis en recherche de sens. Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on sera parti? Est-ce qu'on va m'oublier? Voilà, donc j'ai l'impression d'être en fait, d'avoir toujours été un petit peu paumée par rapport à ça. J'ai eu une éducation vaguement catholique, on va dire, mais c'est pas forcément quelque chose qui me représente aujourd'hui. Et ensuite, j'ai été plutôt intéressée par voilà, et ouverte à d'autres types de spiritualité. J'ai vu de loin voilà d'autres types de religions qui m'intéressent aussi, mais il y a rien qui m'a jamais vraiment parlé et qui a participé vraiment à donner du sens à ma vie, et voilà. La curiosité et mes attentes, elles étaient encore une fois liées à un aspect plutôt intellectuel. J'ai toujours aussi considéré, quand je réfléchissais, que j'avais un mur intellectuel, et puis derrière ce mur, il y a encore de la capacité, il y a quelque chose, mais j'ai jamais réussi à aller descendre ce mur pour trouver ce qu'il y avait derrière, et puis pour avoir un cerveau à son plein potentiel. Donc ça, c'était plutôt mon intérêt, de voir qu'est-ce qui se passe une fois qu'on ouvre la porte et qu'on fait tomber le mur. Est-ce que effectivement j'ai accès à d'autres choses dans mon cerveau? Ça, c'était ma motivation, on va dire, principale, et c'était les effets que j'attendais. Et je recherchais pas forcément une expérience spirituelle quand je suis allée faire cette expérience. J'ai postulé du coup à cette étude de l'université de Fribourg. Donc c'est une étude sur les effets du LSD sur la neuroplasticité sur des personnes en bonne santé. Et c'est une étude qui a été réalisée par une chercheuse en neurosciences et qui était dirigée par un professeur de psychiatrie. Et le but, en fait, c'était de rechercher des personnes, de rechercher des preuves que le LSD influe sur la neuroplasticité du cerveau. Et éventuellement de voir dans quelle mesure ça peut participer au développement de la recherche sur les maladies neurologiques et psychiques. La neuroplasticité, donc c'est la capacité du cerveau à être plus plastique, c'est-à-dire à être moins figé dans ses connexions neuronales, donc à sa capacité à créer ou à utiliser ses connexions neuronales. C'est à peu près ce que je peux en dire. Et donc, elle m'a invitée à un premier rendez-vous sur 8 rendez-vous, étalés sur 6 semaines. Et le premier rendez-vous, c'était une discussion de plusieurs heures avec elle et avec un assistant chercheur. Donc l'idée, c'est de faire un screening pour faire un état des lieux sanitaires, donc s'assurer que j'ai pas des antécédents psychiatriques ou psychologiques trop lourds, que j'ai pas dans ma famille des personnes qui sont schizophrènes, donc que je n'ai pas de problème épileptique, et puis de faire une revue complète du protocole ensemble, une revue aussi des risques potentiels ou des effets potentiels, des effets positifs mais aussi des effets négatifs, ça c'est hyper important. Et c'est quelque chose qu'ils font vraiment très bien. Et puis répondre à mes questions et voilà, aller en profondeur sur comment ça va se passer. Au niveau des tests, donc on a d'abord des questionnaires très longs avec des centaines de questions sur l'état de santé, l'état d'esprit, sur l'état de conscience, sur aussi les aspects spirituels dans la vie ou la manière dont on apprécie telle ou telle chose simple dans la vie. Donc ça, vraiment pour évaluer l'état psychologique et la forme psychique de l'individu. On a des prises de sang, enfin une prise de sang les jours de prise de LSD. On a des tests sur ordinateur avec électroencéphalogramme. Donc concrètement, c'est un bonnet en tissu avec des électrodes qui se fixent sur le cuir chevelu avec un gel qui est très très difficile ensuite à enlever
enfin, à la fin de la journée, en fait, on doit aller se shampouiner et c'est extrêmement difficile de l'enlever. Et ça, c'est un test qu'on a systématiquement. Donc voilà, c'était un petit peu pénible. Ce bonnet avec les électrodes permet de mesurer l'activité électrique du cerveau. Avec ce bonnet, on fait plusieurs tests sur ordinateur. On a des tests de son, donc on a des écouteurs et on nous envoie des bip, 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 ou des bip, 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 comme ça. Et donc, ils analysent ce qui se passe au niveau de l'activité électrique du cerveau. On a des tests de musique. Ils nous font écouter en entier 2 ou 3 morceaux de type un peu relaxation, yoga, quelque chose comme ça. Donc, assez lambda, des musiques assez lambda. On a un test de memory, donc on doit se souvenir, on a une série d'images, donc peut-être une 50aine d'images, et ensuite on doit en décrire un maximum ce qu'on a vu avant. On a des tests avec des suites de chiffres qu'on doit donner dans l'ordre, dans le désordre. On a aussi des tests de dextérité, donc on doit répéter au clavier de l'ordinateur un enchaînement de chiffres qu'on a appris par cœur et on doit le faire pendant une demi-heure. Et plus on bat son record, plus on a entre guillemets, un son de récompense. Voilà, donc on doit battre son record de dextérité, de vitesse, de précision sur le clavier de l'ordinateur. Et on a aussi un test entre guillemets créatif, donc on a une image d'un objet et on doit imaginer un maximum d'usages sur ces objets. Donc par exemple un crayon à papier, on peut l'utiliser pour par exemple s'attacher les cheveux si on a les cheveux longs, on peut l'utiliser pour se curer le nez, j'en sais rien, on peut l'utiliser pour touiller son café, enfin voilà. Donc c'est des tests créatifs pour imaginer plein d'usages à des objets. Donc ça c'est les tests avec électroencéphalogramme sur l'ordinateur. Et ensuite, on a des tests TMS, donc on est dans un fauteuil, on doit rester immobile. Et on nous met sur le crâne une espèce de disque métallique. Et ce disque, il envoie une stimulation magnétique transcrânienne. Donc, c'est ce que veut dire TMS, c'est stimulation magnétique transcrânienne. Donc, c'est quoi? C'est une série de courtes impulsions magnétiques qui sont dirigées vers le cerveau dans le but de stimuler les cellules nerveuses. Et dans le cas de l'étude, ils ont isolé un cortex au niveau du haut du crâne et quand ils envoient une stimulation, ça fait une impulsion pour stimuler un circuit cérébral qui crée un mouvement au niveau du poignet droit. Donc du coup, on a une stimulation au niveau du haut du crâne à gauche et ça crée un mouvement au niveau du poignet droit. Les tests TMS, c'était vraiment pas agréable parce qu'on doit rester immobile pendant une demi-heure avec des stimulations électriques au niveau du crâne. Il faut vraiment pas bouger parce que c'est très très précis. Ils doivent vraiment garder le cercle métallique à un endroit précis sur le crâne. Et en soi, l'impulsion magnétique, elle n'est pas tant douloureuse. Disons que c'est comme quand on fait un réflexe au niveau du genou, quand le médecin il prend un petit marteau et il fait un réflexe au niveau du genou, je dirais que c'est la même chose. Donc c'est pas désagréable, enfin c'est pas agréable, c'est sûr, mais ça fait pas mal. Entre l'acceptation de ma participation à l'étude et le jour de la prise réelle de LSD, donc on avait discuté avec la chercheuse, bien sûr, de mes motivations, et elle m'avait encouragée à écrire ou en tout cas à préparer, on va dire, les effets que j'attendrais, ou peut-être d'avoir une intention le jour de la prise, pour diriger peut-être un peu l'expérience aussi pour moi. Donc avant la prise, effectivement, j'ai fait ce travail de me dire qu'est-ce que j'en attends finalement de cette expérience. Et pour moi, c'était
une ouverture complète. J'étais totalement ouverte à l'expérience. Je ne savais pas du tout ce qui allait se passer et j'avais pas d'intention particulière, si ce n'est cette curiosité de voir ce mur intellectuel tomber. Mais j'étais plutôt d'avis de me laisser complètement partir avec la vague et de voir ce qui arrive une fois que je pars avec cette vague. J'avais pas d'objectif précis. C'est sûr que j'ai un caractère qui aime bien être dans le contrôle de ce que je dis, de ce que je fais. Donc, il y avait un certain stress à l'idée de devoir lâcher complètement le contrôle. Parce qu'on sait qu'une fois qu'on prend ce type de substance, on doit se laisser partir avec la vague. Il ne faut pas contrer les effets qui arrivent. Il ne faut pas chercher à aller contre. Parce que c'est totalement contre-productif et au contraire, ça peut favoriser une mauvaise expérience. Et ça, on me l'avait dit. Et donc pour moi, j'étais juste un petit peu anxieuse à l'idée de pas réussir à lâcher, à me laisser partir avec la vague, parce que ne plus contrôler ses pensées, ne plus contrôler son activité neuronale, où va son cerveau, où vont les pensées, c'est quelque chose qui peut être vraiment effrayant. Et moi qui aime bien être dans ce contrôle-là, c'est quelque chose qui me faisait peut-être un peu peur. Je savais qu'il fallait que je me laisse complètement aller, mais j'étais pas sûre d'y arriver. Ça me faisait peur. Audrey craint de ne pas réussir à lâcher prise, mais son niveau d'appréhension ne semble malgré tout pas très élevé. Elle semble en confiance, ce qui est plutôt de bon augure pour l'expérience. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez m'aider financièrement à réaliser le podcast grâce à une page Tipeee dont vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Dans le prochain épisode, on écoutera Audrey nous raconter son trip au LSD dans une chambre de l'hôpital de Fribourg. D'ici là, portez-vous bien.